Exactement ça, oui. Je suis Alexandre Mansour, je suis un des chefs de clinique à Rennes en chir cardiaque. Donc effectivement, on va parler du dispositif d'autotransfusion d'ICEP, de RSPO, comme on dit. Bon, tout a été dit, hein. C'est juste pour vous dire la place du dispositif de RSPO au sein des stratégies de patient blood management que nous a hyper bien détaillé Diane. Ces dispositifs dont on a parlé, pour l'instant, ils récupèrent le sang, on enfonce des portes ouvertes, hein, ils récupèrent le sang. Ils ont deux fonctions, de concentrer les globules rouges et de les laver. Le lavage, c'est quelque chose qui a été discuté pendant un temps, qui est plus discuté du tout, qui est extrêmement important, a fortiori en chirurgie cardiaque, quand on aspire le péricarde, quand on aspire les plèvres, c'est indispensable. Ça lave de l'héparine, ça lave de l'hémoglobine libre, qui peut avoir un impact important, notamment pour la fonction rénale, même s'il y a peu de démonstrations cliniques d'envergure. Et puis pour le CIR, c'est l'inflammation. Je ne vais pas revenir là-dessus en longueur parce que ça a été très bien détaillé par Diane. De se dire que, voilà, on sait que les patients thrombopéniques, ils ont un risque de saignement élevé. On sait que transfuser de grandes quantités de cell saver, ça a été associé d'autotransfusion à de la thrombocytopénie. Et de l'autre côté, la transfusion plaquettaire, elle apparaît, selon les études, comme vous l'a dit Diane, comme un risque de morbidité périopératoire. Je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Bertrand sur l'impact. Quand on regarde la méta-analyse que nous a présentée Diane tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup de travaux américains, assez anciens, où on se rend vite compte que d'un point de vue méthodologique, c'est souvent limité, c'est des sélections de variables qui sont discutables, c'est de l'analyse des outcomes qui sont peu détaillés sur les complications infectieuses notamment. Et je vous montre ça, on a présenté ce matin en poster, c'est un travail qu'on a fait à Rennes sur notre base de données sur de 7600 patients, où la transfusion plaquettaire péropératoire, elle apparaît chez nous comme un facteur indépendant de bactériémie post-opératoire, alors même qu'on déleucocyte ces concentrés plaquettaires, alors même qu'on les inactive, et bien de façon très robuste en utilisant des techniques un peu plus modernes d'analyse statistique observationnelle, les bactériémies apparaissent comme fortement associées à la transfusion plaquettaire. Voilà, c'est des choses qui seront à évaluer. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là en ce qui concerne l'immunomodulation induite par la transfusion plaquettaire. Le dispositif donc SAME, le dispositif des RSPO d'ICEP, il est basé sur non pas un bol de centrifugation comme les dispositifs de RSPO que vous utilisez actuellement, qui vient séparer les couches globules rouges, plaquettes et leucocytes, mais sur de la filtration tangentielle, c'est-à-dire une cartouche de filtration qui ressemble un petit peu aux cartouches de filtration des dialyses et qui va permettre de garder les éléments figurés, globules rouges, plaquettes, leucocytes, on va en redire un petit mot, et d'éliminer le plasma. Si vous combinez ça dans le plasma, également l'héparine et l'hémoglobine libre, bien sûr. Le dispositif, il est basé, vous le voyez ici, un dispositif hardware, déconsommable avec un système de récupération qui est tout à fait similaire à ce que vous avez sur les dispositifs actuels, et puis un set de traitement, on va revoir juste après. Le principe, c'est que le sang, il est collecté dans un bol comme les dispositifs actuels, il vient être hépariné à ce moment-là, et il rentre par une pompe péristaltique dans le set de traitement, et il va cycler entre le filtre et une poche de traitement, en étant lavé en même temps par du sérum physiologique. Et puis il y a un lecteur d'hématocrite inline qui est dans la machine, et quand l'hématocrite cible est atteinte, eh bien, il transfère le contenu dans la poche de réinfusion, et on peut le transfuser au patient. Alors c'est un système qui est continu, mais qui fonctionne de façon discontinue parce qu'il y a une nécessité de laver le filtre, de décolmater le filtre pour garder une bonne performance tout au long des cycles de traitement. Et donc, ça fonctionne de façon discontinue. On en reparlera un petit peu après. Je ne vais pas vous montrer cette présentation parce que ça ne passe pas. On a fait les tests tout à l'heure et ça ne passe pas à la vidéo. Et ça, c'est pour vous montrer un petit peu la présentation de l'écran de la machine qui est très intuitive et qui change peu de la façon dont vous avez l'habitude d'utiliser les dispositifs récents basés sur la centrifugation. On pourra y revenir si vous avez des questions. Dans les choses importantes, je vais vous montrer des résultats précliniques, des résultats cliniques, mais il n'y a pas que ça qui compte, vous savez bien, vous êtes au bloc opératoire, il y a des MAR, des chirurgiens, des perfusionnistes peut-être parmi nous, des IAD.
L'utilisation au bloc opératoire, c'est extrêmement important, la facilité d'utilisation. Et donc, quand on a développé en partenariat avec ICEP cette machine, on a fait aussi des évaluations de l'usability, de la façon dont la machine est au bloc, de la façon dont elle fait du bruit, de la façon dont elle se comporte. Et ça, c'est quelque chose d'important pour que ça soit adapté le plus facilement possible et puis que ça soit toléré, voire plus que toléré, mais apprécié de toutes nos équipes. La première chose, c'est qu'on a eu la chance, on a participé aux études précliniques. On a publié l'année dernière des études précliniques sur du sang total humain qui ont été publiées dans Anesthesiology. Je vais vous en refaire un petit point rapide. Ce qu'on montre, c'est qu'en 2 cycles de traitement, donc là c'est de l'ex vivo, on va dire, c'est sur du sang total humain de l'EFS, on récupère très bien les globules rouges, on obtient une capacité de concentration, on va y revenir sur l'étude clinique qui est importante. Et puis l'innovation technologique majeure, c'est la récupération de plaquettes. Et on avait autour de 37% de récupération plaquettaire. Ce qui était intéressant, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait de la cytométrie de flux. C'est très difficile de faire de l'agrégation sur ces plaquettes-là. C'est des conditions très particulières. Et on a peu d'autres choix que de faire de la cytométrie de flux pour regarder les marqueurs plaquettaires. Et ce qu'on a fait pour cette étude préclinique, c'est qu'on a été regarder l'expression de P-sélectine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un marqueur d'activation plaquettaire. Et ce qu'on voit, c'est que le dispositif, il induit une petite activation plaquettaire, faible, mais que quand on rajoute du TRAP, qui est un activateur des plaquettes par la voie de la thrombine, on arrive à fortement activer ces plaquettes. La conclusion de ça, c'est que in vitro, ces plaquettes, elles sont très peu activées et elles sont activables. Voilà. Ça nous laisse espérer que chez le patient, on puisse avoir une efficacité hémostatique de ces plaquettes. On l'a fait sur d'autres marqueurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un point intéressant, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est que bien sûr, si on récupère très bien les globules rouges et qu'on récupère très bien les plaquettes, on récupère les leucocytes. On s'est du coup posé la question de savoir si ces leucocytes, ça pouvait poser un problème de sécurité. Et donc on a été regarder en cytométrie de flux si ces leucocytes étaient vivants, s'ils étaient viables, et c'est le cas, le dispositif, il n'induit pas, que ce soit au premier ou deuxième cycle, d'altération visible des leucocytes. Et on a été regarder toutes les populations leucocytaires, et elles ne sont pas activées par le dispositif. Donc, d'un point de vue de sécurité, on est plutôt rassuré. Quand on compare avec les dispositifs, et ça c'est un point intéressant, quand on compare avec les dispositifs basés sur la centrifugation, nous on a tous en tête, et moi le premier, avant de débuter ces études-là, je me disais, c'est quand même étonnant parce que le dispositif ICEP, il récupère tous les leucocytes et nous, habituellement, avec les autres dispositifs, on fait 100% de globules rouges, rien d'autre. Et en fait, quand on regarde la littérature, on se rend compte que les dispositifs qu'on utilise tous, même si les industriels ne communiquent pas sur le sujet, ils récupèrent entre 60 et 80% des leucocytes. Donc en fait, ce que vous faites actuellement au bloc opératoire, c'est que vous retransfusez vos patients 90-95% des globules rouges, 60 à 80% des leucocytes et moins de 5% des plaquettes. Il n'y a pas eu d'études faites sur les dispositifs basés sur la centrifugation pour savoir si, après centrifugation, ces leucocytes étaient toujours viables, s'ils étaient activés et s'ils participaient éventuellement au CIRS périopératoire. Après cette première étude, on a lancé une étude, la First in Man, une étude pré-marquage chez l'homme, qui est l'étude iTranscept qu'on a présentée ce matin en session. C'était une étude prospective, interventionnelle simple bras. On étudiait uniquement le dispositif ICEP. On prévoyait d'inclure 50 patients en chirurgie cardiaque sur 4 centres, Rennes, Bordeaux, Nantes et l'HEGP, chez des patients qui étaient à faible risque hémorragique, des procédures simples, pontage simple, remplacement ou plastie valvulaire, chirurgie de l'aorte ascendante sans arrêt circulatoire. On a finalement fait des analyses sur 49 patients, parce qu'un patient avait un critère d'exclusion qui n'avait pas été vu, il avait un cancer métastatique, et donc il a été exclu de l'analyse. C'est une étude un peu pilote, et donc où les critères étaient composites, de sécurité en termes d'élimination, de lavage, de performance en termes de récupération des globules rouges, d'événements indésirables, de transfusion, et puis des critères de performance secondaires sur les plaquettes, la récupération des plaquettes, et puis sur l'évaluation d'énumération. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour cette étude, on a fait des prélèvements chez le patient, mais on a fait également des prélèvements, et surtout sur la machine, avant et après traitement. Et là, je vous présente à chaque fois les résultats par patient, et pas par cycle, mais je vous en dirai un petit mot après.
En termes de caractéristiques baseline, c'est une population qui est tout à fait standard, non anémique, non thrombopénique, c'était dans les critères d'inclusion. Des procédures avec des durées également standards. En médiane, 3 cycles de traitement avec une durée de traitement de 5 à 6 minutes. Et pour une quantité de sang processée par la machine de 1700 ml et réinfusée de 519 ml, un patient a été jusqu'à 9 cycles. On a de nombreux patients qui sont allés au-delà de 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles. À nouveau, en termes d'efficacité de lavage, c'est une très bonne capacité de lavage puisqu'on élimine 98% de l'héparine, 90% de l'hémoglobine libre, quasiment 100% de l'albumine, plus de 90% des triglycérides. Donc c'est une très bonne qualité de lavage qui est tout à fait comparable avec les dispositifs basés sur la centrifugation. En termes de récupération de globules rouges, eh bien on a des récupérations qui sont bonnes, qui sont au-delà des critères qui étaient fixés au début de l'étude, qui sont un petit peu en dessous en termes d'hématocrite à 42% et de récupération que les dispositifs auxquels avec lesquels on est habitué à travailler, avec une nuance toutefois, je ne sais pas quelle est, vous pourrez peut-être nous le dire après, je trouve qu'il y a quand même un gap entre les données publiées sur les dispositifs basés sur la centrifugation et la pratique. Quand on regarde les analyses d'hématocrite et de une fois que on a fini la retransfusion avec des dispositifs, nous à Rennes on a Sorin Extra par exemple, on est souvent en dessous des 55, 50, et donc c'est des choses qui devront être évaluées en conditions de vraie vie, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Les leucocytes, on en a bien parlé. Il y avait un monitoring de safety, il n'y a pas eu d'événements indésirables graves liés au dispositif sur ces 49 patients, et des transfusions qui étaient tout à fait habituelles pour ce type de population, c'est-à-dire très peu de transfusions, aucune transfusion plaquettaire, peu de transfusion de globules rouges et une transfusion de plasma précoce. L'innovation, et la particularité par rapport aux résultats précliniques que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est que dans cette étude clinique, on a une très bonne récupération des plaquettes, puisqu'on est au-dessus de 50%, et que cette récupération plaquettaire, elle est poursuivie dans le temps et au cours des cycles. Quand on regarde en termes de quantité, de combien ça fait de plaquettes, quand on regarde uniquement les patients qui ont plus de 4 cycles de traitement, c'est-à-dire les patients qui ont saigne, pour lesquels on a traité beaucoup de sang, eh bien on se retrouve avec des quantités de plaquettes post-traitement qui arrivent aux valeurs minimales d'un concentré plaquettaire de l'EFS. Et donc là, on commence à parler réellement d'alternatives potentielles. Et d'un point de vue plus global, ce que nous disait Diane sur des hauts ratios, quand on est dans une chirurgie à haut risque, même éventuellement au-delà de la chirurgie cardiaque, on commence à se retrouver dans une situation où on atteint les ratios globules rouges plaquettes qui sont recommandés, y compris en situation d'hémorragie grave. Bien sûr, il n'y a pas de composés plasmatiques qui sont éliminés par le lavage. En termes de fonction plaquettaire, c'est tout à fait similaire avec ce que je vous ai montré en préclinique dans le papier d'anesthésiologie. Et ce que je vous disais tout à l'heure en commentaire, quand on compare avec l'expression de P-sélectine dans des concentrés plaquettaires de l'EFS, certes, ce n'est pas les mêmes études, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, ça c'est des données de la littérature, ça c'est les données que l'on a réalisées en préclinique et en clinique. Néanmoins, on a quand même de bons espoirs que l'activation des plaquettes traitées par le dispositif ICEP soit plus faible que celle, y compris de concentrés plaquettaires de l'EFS frais à J1. Donc ça c'est plutôt un point assez positif. En conclusion, on a évalué le dispositif ICEP en préclinique, en clinique de façon non comparative. Ça marche bien sur la récupération de globules rouges, ça marche très bien sur les capacités de lavage. Et puis, il y a maintenant une innovation thérapeutique potentielle majeure, qui est la récupération de plaquettes du patient, in vitro pas activée par le dispositif et in vitro activable par la voie de la thrombine. Les perspectives, c'est quoi ? D'une part, c'est deux choses. C'est d'abord de se dire peut-être que si on retransfuse les plaquettes au patient, on va améliorer son hémostase globale et diminuer le saignement. Ça, c'est une première hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est peut-être que dans des situations où le patient n'aurait pas forcément été transfusé en plaquettes et où était à la limite,
ou des seuils, eh ben, on pourrait diminuer le recours à la transfusion plaquettaire. Pour ça, pour essayer de répondre à ces deux objectifs-là, eh bien, on a le projet de mener des études randomisées contrôlées du dispositif ICEP, et puis de mener, je vais vous en dire un mot après, des études post-market. La très bonne nouvelle, je ne sais pas si vous voulez l'annoncer, Monsieur Ouattara, non, je te laisse. Mais c'est qu'on a eu il y a quelques jours la nouvelle de l'acceptation du PHRC national Coltrane, qui est PHRC porté par le professeur Ouattara à Bordeaux, et en collaboration avec ICEP, avec Rennes, et puis avec pour l'instant 10 centres qui sont prévus, pour une étude randomisée contrôlée du dispositif ICEP versus les dispositifs basés sur la centrifugation. On prévoit l'inclusion de 570 patients, avec un critère de jugement principal sur le score UDPB, qui est un score composite de saignement périopératoire de chirurgie cardiaque, qui a l'avantage d'inclure à la fois la transfusion de plaquettes, la réintervention et les saignements. C'est un score qui est, je pense, tout à fait adapté aux deux objectifs qu'on veut essayer de montrer. L'autre chose, c'est que les demandes de marquage CE sont en cours, sont même très bien avancées, et on devrait avoir des réponses. En tout cas, l'entreprise ICEP devrait avoir des réponses assez rapidement positives pour un marquage et une disponibilité commerciale à l'Europe, ce qui veut dire que les centres vont pouvoir s'équiper s'ils le souhaitent. Et ça veut dire qu'on va pouvoir mener, d'un point de vue, nous, de cliniciens et de chercheurs, des registres français, des registres européens en chirurgie cardiaque, mais aussi en chirurgie non cardiaque à haut risque. Je pense à la transplantation hépatique, à la chirurgie orthopédique lourde, à la chirurgie vasculaire urgente. Et donc ça nous donnera des données de vraie vie aussi pour essayer de démontrer le bénéfice de cette retransfusion plaquettaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup Alexandre. Juste pour préciser sur le PHRC, finalement, ça a été une très bonne nouvelle. C'est une très grosse enveloppe qui nous a été attribuée. On n'a pas le montant encore final, mais je préfère pas rentrer dans les détails. Néanmoins, je tiens à préciser, à remercier ICEP, puisque ICEP nous suit dans ce projet et nous a promis, mais je sais que ça sera respecté, que le matériel sera mis à disposition. Donc l'argent qui sera donné pour mener ça avec les 10 centres qui ont accepté de travailler avec nous, eh ben, ça sera vraiment dédié pour les arcs, etc. Mais le matériel, donc ne croyez pas qu'on va être là pour sponsoriser quoi que ce soit. Et c'est ICEP qui a décidé de mettre le matériel à disposition, le comparatif étant fait via le système que vous avez actuellement dans vos centres. Donc je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement l'équipe d'ICEP pour nous suivre dans ce projet. Et il y a également le laboratoire, c'est pas le laboratoire, mais c'est Cantra qui participe. Tago, c'est ça ? Stago. Et donc participera aussi au projet, mais je tenais à préciser la participation d'ICEP, qui en plus est une boîte assez jeune et qui a décidé quand même de nous suivre. Ça représente beaucoup d'argent, ce qu'ils vont nous mettre à disposition. Après, concernant les centres, on est parti sur 10 centres, il fallait bien faire le choix. On verra bien l'évolution. Si des centres sont très intéressés par la technique, il y a des possibilités d'acquérir le matériel au travers, par exemple, des enveloppes d'innovation. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous vous êtes fait la main avec le système et que si à un moment, on voit que les rythmes d'inclusion ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, peut-être qu'on fera appel à d'autres centres. Donc, voilà. Il y a un moment, il fallait bien sélectionner. On ne pouvait pas prendre les, je crois, 40 ou 50 centres français. Donc, on a fait quelques sélections en dispatchant à peu près sur l'ensemble du territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus ? Oui, allez-y. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question très pratique. Sur le volume en fait, du réservoir, juste comparé par rapport, on va dire, au dispositif classique, est-ce qu'il y a une différence de volume ? Et sur la durée du traitement du cycle, est-ce que, j'ai vu que c'était à peu près 6 minutes, je crois, c'est ça ? Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au Cell-Saver classique Merci pour votre question. C'est des bols qui sont, de recueils qui sont tout à fait similaires, qui sont de plus de 2 litres, et c'est tout à fait similaire à... De ce point de vue-là, ça change très peu de la pratique actuelle, et le dispositif, il permet de traiter en mode standard pour l'adulte, 500 cc par 500 cc de sang récupéré. Voilà.
en tenant compte éventuellement du priming au premier cycle, etc. Mais c'est tout à fait similaire à ce que vous avez l'habitude de faire avec des dispositifs de RSPO basés sur la centrifugation moderne. Et en termes de temps de traitement, on est de 5 à 6 minutes pour 500 cc de sang traité, pour donc à peu près un peu plus de 100 cc final concentré, ce qui est dans le range habituel. Bon, clairement, pour avoir une pratique courante des dispositifs basés sur la centrifugation et pour avoir essayé au cours des différentes études le dispositif, on a assez peu de changements de ce point de vue-là en termes d'organisation. Ça nous change peu de l'organisation habituelle en termes de timing, en fin de bloc et quand est-ce qu'on retransfuse, etc. Juste pour les chocs hémorragiques auxquels on ne s'attend pas forcément. Alors là, pour ça, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il y a le hardware, tout le système, et puis il y a le software. Il y a des modes différents qui sont mis en place. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des modes d'urgence. Il y a même des modes pour lesquels on réduit, on n'annule pas le lavage, mais on réduit le lavage. Et puis il y a même des modes de transfert forcé, si jamais c'est à plein débit et qui va juste faire un passage de filtration, pas de lavage, et vous retransfusez très rapidement. Donc ça, c'est des possibilités. Il faut aussi imaginer une chose, c'est que ce que je vous ai montré, c'est que là, les résultats en termes de concentration, ils sont un tout petit peu... Ça sera confirmé dans le PHRC, parce que ça se trouve en vraie vie, il est possible qu'on soit tout à fait similaire, mais par rapport aux données publiées sur les dispositifs basés sur la centrifugation, c'est un peu moins bon en termes de concentration, mais c'est au bénéfice de la plaquette. On peut tout à fait imaginer qu'à l'avenir, on puisse avoir des modes où on favorise la plaquette et des modes où on favorise la concentration, parce que peut-être que le patient, je ne sais pas, d'orthopédie lambda, il n'a pas besoin d'avoir toute la retransfusion plaquettaire, mais qu'il a besoin qu'on le dilue, surtout pas plus, parce qu'il va faire un OAP, parce que c'est une petite mamie de 80 ans. Je dis un exemple au hasard, quoi. Moi, je rejoins tout à fait ce que tu as dit. À un moment, on avait fallu changer le marché des cell savers. Et on avait testé, en fait, comme on avait l'occasion d'avoir les trois, effectivement, on n'est pas à 60% d'hématocrite, on est plus autour de 50, 51, pour ce qui représente quand même 17 grammes. Mais bon, 42, ça fait 14 grammes. On n'adduit pas une hémodilution. Ces patients en post-op de chirurgie cardiaque, ils sont quoi, à 12 grammes, 11 grammes, généralement, après les CEC. Donc voilà, c'est vrai que c'est le prix à payer d'avoir une partie de plaquettes. Et moi, je rejoins tout à fait aussi votre question qui est pertinente, c'est-à-dire quand on voit l'appareil, ça ressemble à une hémofiltration, et alors qu'on a l'habitude de voir quelque chose qui tourne très très vite, on se dit, est-ce que ça va être assez rapide? Même sans parler des situations d'urgence, effectivement, 5 minutes, c'est tout à fait acceptable, et pour l'avoir testé, on n'a pas l'impression d'attendre à côté de la machine, récupérer la poche, quoi. Bertrand. Oui, par rapport à cette histoire de vitesse, rappelez-vous par exemple les plasmaphérèses avec nos machines d'hémodiafiltration, ça va très très vite aussi finalement, et on est obligé d'avoir une infirmière à côté de la machine pour mettre rapidement. Donc en termes de filtration, ça peut aller quand même assez vite aussi. Oui, exactement. D'autres questions? Jules Lecomte, je suis de Nantes. Je voulais que vous précisiez peut-être un peu la différence qu'il y a entre les membranes de dialyse et ce que vous utilisez, s'il y a une grosse différence. Je me suis peut-être déconcentré au moment où vous l'avez présenté. Et puis, deuxième partie, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire de l'immunoabsorption, comme on peut le faire maintenant sur quelques membranes de dialyse? Et peut-être que dans ce contexte de CIRS post-CEC, ça pourrait avoir un intérêt. Merci pour la question. Alors, je n'ai pas tous les détails techniques, mais c'est des questions de niveau de coupe en termes de taille. En termes de matériaux, c'est similaire et il y a des cartouches de dialyse qui sont faites comme ça. C'est plutôt en termes de niveau de coupe, vous m'arrêtez si l'équipe d'ICEP, mais voilà. En ce qui concerne les modes d'absorption, c'est des choses qu'effectivement on a envisagées, parce que quand on a vu les papiers, notamment sur le ticagrelor, etc., qui peut s'hémoabsorber, on s'est dit, et les AOD, on s'est dit, ça peut être avec un peu de chance. Bon, les matériaux sont pas du tout les matériaux du type hémoabsorption. Par contre, effectivement, c'est une circulation extracorporelle, finalement. Il y a du sang. On peut imaginer adjoindre à ça d'autres dispositifs. C'est des développements à plus long terme, mais il y a des choses à envisager en termes d'anticoagulation régionale, en termes de... Tout ça pour améliorer le passage du sang, pour améliorer la récupération des plaquettes, des choses qui peuvent être envisagées, mais en tout cas, le matériau, là, n'a pas de propriété d'absorption.
Il y a un point aussi, parce que ça peut être un élément bloquant. En termes de qualité d'aspiration, je crois qu'on n'avait pas eu de souci. Il n'y a jamais eu de retour, parce que tu as montré la faisabilité de l'opérateur. Ouais. Mais quand on en donne l'aspiration au chirurgien, si on lui donne quelque chose qui aspire un peu moins bien que d'habitude, il va... Voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important. On n'a jamais eu de retour dans la faisabilité sur les 49 patients, c'est de dire que ça marchait. Ça marchait pas, pardon. La machine produit son vide. Hein. Ouais. Donc voilà, forcément, c'est comme sur les dispositifs actuels. Hein. Moins vous allez aspirer fort, mieux ça va être pour les globules rouges, pour les plaquettes, et moins vous allez créer de traumatisme. Et dans la limite de la tolérance chirurgicale, voilà, on peut augmenter un petit peu, mais c'est des choses à discuter. Et c'est pour ça que c'est important aussi que les perfusionnistes, les chirurgiens, les IBOD soient aussi formés, soient vraiment partie prenante de ces dispositifs-là, parce que c'est eux qui ont la canule d'aspiration dans la main, c'est eux qui vont créer de l'air, c'est eux qui vont aspirer de la mousse, c'est eux qui vont... Et ils participent à tout ça. Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup Alexandre. Donc il me reste à conclure. Encore un grand merci aux 3 orateurs. Merci pour ce symposium de la part d'AICEP. Et puis on vous donne rendez-vous dans 3 ans pour l'étude comparative et les premiers résultats, j'espère. Merci.